Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit update lecture. Alors ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait un, le dernier que j'ai fait c'était sur mes lectures du mois de la fantaisie. Du coup je me rends compte qu'il y a des lectures d'il y a plus d'un mois que j'ai faites. Donc certaines risquent d'être un peu floues, alors pardonnez ma tenue qui est assez décontractée, il fait chaud. Donc voilà, hein, je suis très naturelle, mais ce n'est pas grave, on s'en fout, je suis là pour parler lecture. Donc oui, ça risque d'être un petit peu flou dans ma tête parce que vraiment il y a des lectures qui datent du mois de mai et qui du coup ne sont plus très fraîches au niveau de mes avis et des résumés. Bon, les noms des personnages, ça vous avez l'habitude de me voir bafouiller, donc c'est parti parce qu'il y en a pas mal. Je vais commencer avec, alors là je vous montre le tome 2, mais j'ai lu le tome 3, pardon, mais j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la saga Red Rising. Il était temps que je termine cette saga. Je l'avais découverte il y a 2 ans, j'avais adoré. Et puis comme d'habitude, moi avec les sagas, je les continue pas, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai petit à petit un détachement parce que le tome 1 finit par sortir de ma tête et quand on n'a plus cet engouement qu'on a eu pour le tome 1, c'est très difficile du coup de se mettre dans la suite parce qu'on n'a plus cet attachement qu'on peut avoir développé pour les personnages. Là du coup je me suis remis dans le tome 2 et le tome 3 avec Cappuccino in Books, donc Lise qui a organisé les lectures communes. Et finalement ça s'est revenu assez vite, je me suis assez vite de nouveau attachée au personnage, donc tant mieux. C'est une saga qui continue, en fait, c'est une première trilogie mais il y a encore une deuxième trilogie. Le seul problème c'est que le tome 6 n'a jamais été traduit en français et on ne sait pas s'il sera traduit en français. Donc c'est une toute... Enfin voilà, donc on n'est pas obligé de lire la deuxième trilogie, mais moi je vais sûrement l'attaquer quand même. Alors, je vais pas aller dans les détails. Red Rising, c'est très dur à résumer. C'est une saga, c'est une dystopie futuriste qui se passe dans l'espace. Les gens ne vivent plus sur Terre, ils vivent sur plusieurs planètes, notamment Mars et la Lune. C'est une histoire d'exploitation. On va suivre ici Darrow qui est un rouge. Un rouge, donc ça veut dire que c'est un esclave en fait, il est complètement exploité. On a plusieurs castes de couleurs, donc il y a les rouges, il y a les ors c'est ceux qui sont tout au-dessus, les roses qui sont les prostituées, les gris qui sont les soldats, etc. Donc lui il est vraiment tout en bas de l'échelle et donc il va vouloir se révolter. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus parce que je trouve que c'est vraiment une saga à découvrir par soi-même. C'était super chouette. Alors moi je compare ça à Hunger Games, surtout pour le tome 1. Le tome 1 fait énormément penser à Hunger Games parce qu'ils se retrouvent dans un institut où en fait ils sont dans une sorte de... c'est pas une arène mais voilà, ils se retrouvent tous ensemble dans un certain périmètre et ils doivent constituer des clans, se voler des drapeaux, tout en s'entretuant. Donc voilà, ça a un petit côté Hunger Games. Alors pour tous les tomes suivants, c'est énormément, enfin le premier aussi, hein, c'est un Game of Thrones de l'espace en fait. Hein. Ne vous attachez à personne dans cette saga parce que tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, mais vraiment, hein, l'écrivain, je pense qu'il a un petit pot et il pioche comme ça. Et il dit qui est-ce que je vais faire, qui est-ce que je vais tuer dans le prochain chapitre? Voyons. Il est un petit peu sadique je pense. Mais c'est une saga vraiment que j'ai adorée, qui est palpitante, pleine de rebondissements. J'ai deviné quelques trucs sur la fin du tome 3, mais sinon globalement j'ai été très surprise. Et c'est vraiment une saga où je faisais toujours ah, oh, non. Super résumé. Non franchement c'est une saga qui est super bien construite, super dense, super bien écrite, très adulte et qui m'a vraiment passionnée, que je vous conseille vraiment. C'est vraiment une saga de très grande qualité et voilà, je peux que vous conseiller de foncer dessus. Alors par contre c'est très violent, je tiens à prévenir. Je viens vous parler ensuite de Birthday de Meredith Rousseau. Alors il faut savoir, avant de lancer le roman, enfin pas spécialement avant, mais j'ai trouvé ça très intéressant, moi je l'ai appris par après, et ça a changé pas mal ma perception, pas ma perception mais ma compréhension de l'écriture de l'autrice, etc. Donc en fait Meredith Rousseau, elle est transgenre, donc voilà, c'était un homme devenu femme du coup. Et du coup en fait ce roman suit 2 jeunes garçons qui sont nés le même soir dans le même hôpital. Leurs parents se sont retrouvés tous coincés par une tempête de neige à l'hôpital pendant plusieurs jours et du coup ils sont nés ensemble, etc. Leurs parents sont ensuite devenus amis et eux sont devenus meilleurs amis soudés.
Chaque année, on va les retrouver, ça commence à quoi? À leur 12 ans? Je ne sais plus, à leur 13 ans ici. On va les retrouver à leur anniversaire en fait, donc on va chaque fois leur suivre une journée par an, et on va les suivre à leur anniversaire, donc on va vraiment voir leur évolution année par année jusqu'à, je pense, leurs 18 ans. En fait, ces garçons se sont toujours tout dit, mais l'un d'entre eux, j'ai oublié les prénoms, Morgan, cache un secret en fait depuis très longtemps. Alors Morgan, il a perdu assez jeune, à 11 ans je crois, sa maman. Du coup ben voilà, il est super triste. Depuis qu'il a perdu sa maman, il est assez distant. Enfin voilà, il a changé, ce qui est un peu normal, et il se montre un peu plus distant par rapport à Eric, donc son meilleur ami. Mais c'est pas que le décès de sa maman qui est en cause, c'est aussi ce qu'il ressent en lui. En fait, Morgan se sent fille. Et depuis toujours, il a l'impression d'être dans un corps de fille. Et il aimerait beaucoup le dire, il aimerait beaucoup raconter ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent à Eric et à son père. Mais il n'y arrive pas parce qu'il a peur d'être rejeté. C'est assez touchant parce que Morgan, il reçoit chaque année des lettres de sa maman, des lettres et des vidéos. Et on sent ce bouleversement qu'il a parce que il voit ces vidéos et il voit que sa maman, au final, même sa maman ne se doutait pas que ce qu'il ressentait au fond de lui, et ça le déchire aussi en même temps. Il se sent pressé par le temps parce qu'il a l'impression que plus les années passent, plus il s'éloigne de cette possibilité de devenir femme, notamment parce que son corps change, il devient de plus en plus homme, sa voix muet, il commence à avoir un corps, voilà, un corps d'homme quoi, et du coup il a peur que à un moment ce soit trop tard d'un point de vue physique, mais aussi trop tard d'un point de vue psychologique, que s'il ne se confie pas à un moment, il se confiera jamais. C'était une histoire super déchirante, super touchante, et alors les mots de l'autrice, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de savoir qu'elle est transgenre aussi, sont très sincères, très authentiques, et on sent directement que j'ai senti en lisant ce livre qu'elle savait de quoi elle parlait, et qu'elle connaissait le sujet, et en fait en sachant qu'elle était transgenre, j'ai compris directement que c'est parce qu'elle était concernée par le sujet qu'elle a réussi avec autant de justesse et de... Voilà, elle a réussi à retranscrire vraiment les émotions, la psychologie de ce personnage. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment touchant, bouleversant. L'avantage de suivre, d'avoir cette présentation originale année par année, ça permet de vraiment voir les personnages évoluer sans tirer en longueur en fait. Donc en fait à chaque fois il y a un événement qui arrive et puis on passe à l'année d'après, et donc on voit un peu les conséquences que cet événement a eu, et voilà, on voit comment ont évolué les personnages, donc ça permet vraiment de grandir avec ces personnages, de voir comment oui voilà, comment ils évoluent, comment leurs pensées évoluent, bref tout ça. C'était splendide, c'était vraiment un roman bouleversant qui aborde un sujet très intéressant, qui permet de mieux comprendre aussi ce que peuvent traverser ces personnes, parce que voilà, non, personnellement moi ne connaissant pas ce genre de sentiments, je peux pas toujours comprendre, me mettre à la place de ces personnes-là, et ça permet ici vraiment d'un peu plus les comprendre tout simplement. Donc c'est vraiment un roman que je vous conseille, et qui permettra peut-être aussi d'avoir plus de bienveillance envers ces personnes-là, d'ouvrir son esprit et de moins juger ces gens. Bon, on a un invité surprise que j'ai dû aller chercher et nourrir, hein, qui s'était réveillé de sa sieste. Donc si vous entendez des bruits, c'est normal. Du coup, il y a le petit chien qui s'incruste aussi, qui risque d'aboyer sur la rue, bref. Alors, où j'en étais d'ailleurs, je vais prendre mon petit carnet, parce qu'il y a des livres que j'ai pas sous la main, donc je sens que je vais les oublier. J'ai fini tout à l'heure le tome 7 des 7 sœurs, qui est super lourd, donc je vais pas le tenir pendant tout mon avis. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga des 7 sœurs, on va suivre une fratrie, une sororité. Donc en fait on va suivre des sœurs qui sont au nombre de 6, qui... ils jouent avec la clé... c'est bon, il s'est pas d'enlever. Qui sont au nombre de 6 et qui, au décès de leur père adoptif, vont toutes essayer de retrouver leurs origines. Donc qui étaient leurs parents, qu'est-ce qui leur est arrivé, etc. Ici dans le tome 7, on suit la fameuse 7e sœur, enfin on essaie de trouver la fameuse 7e sœur, qui est-elle, etc.
parce qu'en fait leur papa, Passault, était très attaché à la mythologie et du coup à l'histoire des 7 sœurs. Et du coup, il aura toujours dit qu'il n'a jamais trouvé la 7e sœur. Et du coup, parce qu'il essayait de respecter, c'est hyper dur à expliquer. Il essayait vraiment de respecter cette espèce de mythologie d'avoir 7 sœurs, elles ont été que 6. Et on sait pas trop pourquoi, hein. On sait pas ce qui lui traverse à travers la tête, ce qui lui passe par la tête. Mais du coup là maintenant, donc elles ont jamais eu cette 7e sœur, cette Mérope dans la mythologie. Et là dans le tome 7, elles vont essayer de la trouver toutes ensemble. Alors, j'ai beaucoup aimé la partie dans le passé. J'ai beaucoup moins aimé la partie dans le présent. C'est quand même un tome que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est pas du tout mon préféré. Mes préférés, ça reste le premier, donc avec Maya, celui avec Star et celui avec Sissi. J'ai beaucoup moins aimé celui avec Ali et celui avec Taiji. Celui-là, il est avant Ali et Taiji, c'est sûr et certain, mais il est pas dans mon top 3, ça c'est sûr et certain. Je crois que c'est plutôt voilà, le 4e. Alors, ce que j'ai adoré, donc c'est la partie dans le passé, parce qu'on plonge dans l'Irlande dans les années, enfin en 1920, et donc en fait c'est à l'époque où l'Irlande voulait son indépendance, donc devenir indépendant du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre. Donc on est dans tous les combats avec l'IRA. On va suivre une famille d'Irlandais qui fait partie de l'IRA, etc. Et on va suivre tous leurs combats, toutes leurs idées, toutes leurs convictions. On va vraiment suivre cette Irlande mouvementée. C'était une période très difficile, une période déchirée, une période de combat du coup, parce que c'était pas seulement anglais contre irlandais, c'était aussi une question de religion, donc catholique, donc les Irlandais, et protestants, anglicans en fait, donc les Anglais, les Britanniques. C'est une période donc vraiment très tumultueuse, qui me passionne, où c'est très difficile de prendre un parti, parce que Anglais comme Irlandais ont commis des actes très extrêmes. Alors les Anglais, c'est dur de s'exprimer sur cette période, mais les Anglais clairement ont très mal agi, mais après ils auraient dû leur redonner l'indépendance qu'ils avaient demandé, ce n'est que mon avis, donc voilà. Mais après, tu veux bien arrêter de faire plein de bruit? Après, l'IRA, clairement c'était un groupe terroriste, ils ont aussi commis énormément de... je vais le plus près de moi parce qu'il joue avec la porte. Ils ont commis énormément d'actes criminels, ils ont tué des gens, voilà, c'était pas des anges non plus, mais voilà, c'est une période un peu compliquée, donc cette période-là m'a passionnée. C'était vraiment génial. Pourquoi la partie dans le présent m'a un peu moins passionnée? Tout simplement parce que, en fait, on va... les 6 sœurs vont avoir un indice sur leur sœur disparue. Et elles vont finir par suivre une personne qui tente de les fuir parce que elle fuit quelqu'un en fait. Et elle croit que ses sœurs sont... Non Miko, sont à la... Miko, elle croit que ses sœurs cherchent à lui faire du mal, en fait, sont des proches d'un homme qui lui veut du mal. Et du coup, elle va les fuir, mais du coup, pendant toute cette partie dans le présent, ça va être les sœurs qui lui courent après, elle qui les fuit. C'est un peu redondant, c'était pas super passionnant, c'était un peu creux par moments, il y avait plusieurs passages qui étaient superflus, inutiles, longs. Il y a un seul chapitre complet, j'ai pas compris. Je crois que c'est le 52. Je l'ai trouvé complètement inutile. J'ai pas compris quel est l'intérêt vraiment. Alors si, je comprends l'intérêt pour l'histoire du personnage qu'on suit, mais ça aurait pu être expliqué en 2 phrases, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire un chapitre là-dessus. Donc voilà. C'était pas... La partie en présent m'a moins passionnée. Mais par contre, ça s'arrête en plein cliffhanger, donc j'espère vraiment que le tome 8 est écrit, parce que malheureusement Lucinda Riley est décédée et je ne sais pas si elle a fini d'écrire la suite ou pas, mais on s'arrête en plein suspense en fait, donc voilà, à voir. Donc c'est un tome que j'ai globalement vraiment apprécié, surtout la partie dans le passé, un peu moins la partie dans le présent, mais ça reste un grand plaisir de lire ces Lucinda Riley. Et alors, grand avantage, c'est que bon, même s'il y a un petit début de romance qu'on se doutait, voilà, on n'a pas du tout de romance dans... Ah, enfin on en a, mais c'est pas... C'est plus de l'historique. Non, on n'a pas. On a des couples, mais on n'a pas de romance dans cette histoire-là. Et ça, c'est
pour les gens qui n'aiment pas trop la romance comme moi, c'était génial. Contrairement à tous les autres tomes où il y avait de la romance, ici c'était parfait. Alors celui-là c'est une des lectures qui est maintenant un petit peu floue dans ma tête. J'ai lu Un été avec Albert de Marie Pavlenko. Alors ici on va suivre Soledad. Oui, Soledad qui... Comment vous voulez que je fasse? Soledad qui avait plein de projets pour l'été, elle voulait passer son été avec ses amis, etc. Après, je crois qu'elle finissait le bac. Et finalement, ses parents ont divorcé. Son papa veut se retrouver seul pour faire le point. Sa maman, elle est partie avec un nouveau mec, je ne sais pas où. Et du coup, Soledad va se retrouver à passer tout l'été en Corse. C'est en Corse, hein, je pense. Non, dans les Pyrénées. Pourquoi je dis la Corse? Dans les Pyrénées, je sais pas, pour moi ça se passe en Corse, mais ça n'a rien à voir. Chez sa grand-mère qui est d'origine espagnole, qui a fui le franquisme, etc. Du coup, Soledad, elle est un peu dépitée, hein. Elle dit ah génial, je vais passer un été dans une maison perdue dans les bois, sans réseau, etc. Voilà. Néanmoins, elle aime beaucoup sa grand-mère, donc elle essaye de voir un petit peu le positif dans tout ça. Il va commencer à se produire des phénomènes assez étranges. Et je vous en dis pas beaucoup plus. J'ai trouvé cette histoire, c'est très court. J'ai trouvé la relation entre Soledad et sa grand-mère très belle, très jolie. C'est un petit roman qui fait voyager, qui est parfait pour l'été parce que c'est une petite parenthèse en été dans les Pyrénées avec voilà, avec les paysages, la forêt, la chaleur. Vraiment, c'était un roman, une boule de tendresse avec un petit message aussi. Un petit message aussi écologique qui peut faire passer à un moment au désert des... pas au désert des couleurs, c'est le seul Marie Pavlenko que j'ai pas aimé. Celui avec le désert, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais bref voilà, c'est le seul que j'ai pas apprécié. Alors il y a des moments un petit peu plus stressant parce qu'en même temps il y a quelqu'un qui rôde un peu autour de la maison de la grand-mère qui elle est complètement à l'ouest, qui se protège pas du tout, elle a peur de rien, elle ferme pas les portes à clé, etc. Soledad qui est pas trop à l'aise là, et il y a quelques petites scènes un peu stressantes, notamment une scène avec un animal, avec un chien qui m'a un peu donné, qui m'a vraiment fait donner des frissons. Voilà, c'est vraiment un petit roman très court qui va droit au but mais qui était génial, que je vous conseille vraiment. C'est un petit roman jeunesse qui fait du bien, qui est écrit avec une très jolie plume et voilà, c'est une très belle parenthèse. Alors, avant d'oublier, je regarde vraiment dans ma liste, j'ai lu Fleur de neige. Oui, ne faut pas tomber le carton s'il te plaît. J'ai lu Fleur de neige que je n'ai plus sous la main parce que je l'ai prêté à ma belle-mère, donc de Lisa Si. Ça c'était la première lecture commune de mai dans le cadre de la croisière littéraire au féminin. Alors Fleur de neige, dans ce roman, on va se plonger en Chine je crois que c'est au 19e siècle. Comme j'ai plus le roman sous la main, je ne sais plus, je suis plus sûre à 100%. On va donc suivre Fleur de Lys qui vit dans une famille chinoise assez pauvre. À un moment, elle va se voir attribuer une Laotang. Donc une Laotang, c'est un peu dur à expliquer, c'est un peu une âme sœur amicale en fait. Donc elles vont commencer très jeunes, dès l'âge de 6-7 ans, je sais plus, à s'écrire des lettres et puis en fait elles sont vouées à être amies à vie et à, oui c'est ça, devenir des âmes sœurs. Donc ça va être Fleur de neige et Fleur de Lys. Fleur de neige, elle vient d'une famille bien plus aisée, donc il y a un peu un contraste. Ah, purée. Donc il y a un peu un contraste à ce niveau-là parce que voilà, elles viennent tous les deux de milieux différents. On va suivre toutes les coutumes, tous les us et coutumes de la Chine de l'époque, notamment le bandage des pieds. Ce sont des scènes quand même assez difficiles. Dans ce roman, il y a des scènes vraiment très difficiles. Voilà, c'est tous les mœurs de l'époque, toutes les pratiques de l'époque qui peuvent être très révoltantes. Le bandage des pieds, vraiment, c'est fortement décrit. Ça m'a vraiment crispée à de nombreuses reprises. Et voilà, on va vraiment... c'est un roman à la fois féministe, on voit la condition de la femme à l'époque. C'était assez révoltant et assez triste de voir comment ces bébés perdent toute considération des parents une fois qu'on découvrait en fait qu'ils naissaient filles. Et voilà, c'était un roman super touchant, avec une écriture très
très contrôlé, très réfléchi. On suit en fait les pensées de Fleur de Lys et je mélange un peu les deux, mais c'est Fleur de Lys. Et du coup on sent, enfin l'autrice s'est vraiment adaptée à... Elle s'est vraiment mise dans la tête de ce personnage et du coup l'écrit est très contrôlé, mais très dans les mœurs de l'époque. Elle écrit tout en respectant sa place de femme à l'époque, tout en respectant, enfin voilà, elle pouvait pas tout dire, elle pouvait pas tout faire, c'était très contrôlé, très régulé. Il y avait des us et coutumes qui me font beaucoup penser à l'Inde. D'ailleurs j'avais lu La passeuse d'histoire, vraiment dans l'Inde ou d'autres pays, hein, où quand la femme se marie, elle se retrouve dans la famille de son mari, mais du coup il y a plusieurs catégorisations en fonction de, c'est la belle-mère qui est tout au-dessus, puis en fonction des si on est la femme du premier fils ou pas. Voilà, c'était super intéressant, c'était passionnant, c'était super bien écrit. On découvre plein de choses sur la Chine de l'époque, plein de faits assez bouleversants. C'est pas facile à lire, il y a voilà, c'est ces femmes qui doivent absolument pondre des fils, qui perdent des enfants, c'est des climats assez compliqués et c'était sublime. Bon, ça va être le point lecture le plus laborieux qui existe. Alors, je remets un peu mieux par ici, voilà. Parce que ça fait déjà 3 fois que je m'interromps, vous l'aurez pas vu, mais voilà, c'est déjà 3 fois que je m'interromps. Je regarde les lectures que j'ai pas sous la main, donc je vais encore vous parler, 3. 3 de Valérie Perrin, que j'ai écouté en audiobook. Ça raconte l'histoire de 3 enfants qui vont faire connaissance à l'école et qui vont devenir super soudés, 3 meilleurs amis, ils vont tout faire ensemble. On va les suivre sur plusieurs périodes, donc ça commence, je pense, je sais plus si c'est fin des années 80 ou début des années 90, enfin, de toute façon on les suit sur plusieurs années, puis en 2000 et puis en 2017. On va suivre du coup toute leur enfance, on va découvrir pourquoi ils se sont séparés, parce qu'en 2017 ils sont plus aussi soudés qu'avant, ils sont plus amis, enfin si, mais plus aussi soudés qu'avant. Et on va découvrir plusieurs choses qui leur sont arrivées, enfin qui leur sont... Et on va découvrir plusieurs choses qui leur sont arrivées également. C'est une histoire vraiment très belle parce que elle est pleine de nostalgie en fait. C'est vraiment le genre d'histoire où on se plonge et on plonge dans notre enfance, dans les souvenirs de notre enfance. C'est vraiment une histoire d'amitié, c'est vraiment une histoire d'amitié. On aborde plusieurs thèmes actuels et assez difficiles parfois. Je vais pas vous les dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui se découvre petit à petit en lisant. Vraiment, c'est un livre... voilà, moi j'ai aimé le découvrir par moi-même, sans savoir dans quoi je m'engageais, sans lire le résumé, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Il y a une histoire avec un des personnages qui est peut-être impliqué dans la disparition d'une autre personne, voilà, je vous en dis pas beaucoup plus non plus, mais du coup on apprend petit à petit ce qui est arrivé à cette autre personne. C'est vraiment, voilà, c'était super, enfin c'était écrit d'une manière très jolie, avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de tendresse. Ça me fait un peu penser, sans être la même histoire, et évidemment on sent que ça se passe au même endroit, à L'Amie prodigieuse, mais pour s'être vraiment plongée en enfance, ces enfants qu'on suit dans leurs péripéties. Voilà, c'était une très jolie histoire. J'ai pas grand chose à en dire de plus, c'était pas le livre de l'année, mais j'ai passé un bon moment en écoutant cet audiobook. Alors j'ai lu Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massey. Ici, on se retrouve à Bombay en 1921, on va suivre Pervine qui est une jeune indienne et qui est la seule avocate d'Inde, tout simplement. À l'époque, les femmes, que ce soit en Inde, mais dans d'autres pays également, hein, ne pouvaient déjà pas facilement être diplômées, alors encore moins défendre des clients, se retrouver au barreau, etc. Donc Pervine, elle se retrouve avocate, elle travaille dans le cabinet de son père qui est un avocat très réputé. Et elle travaille pour lui en tant qu'assistante, en tant que juriste. Mais voilà, elle ne peut pas défendre ses clients, elle ne peut pas aller au barreau, elle ne peut pas aller au tribunal. Elle essaye du coup de se faire une petite place, de se faire prendre au sérieux dans cette société très
très fermé à cette évolution des femmes, pour qui voilà, les femmes c'était à la cuisine, c'était s'occuper des enfants, etc. Elle va se retrouver impliquée dans un meurtre, parce que en fait cette condition de femme va bien l'arranger un moment, parce qu'ils vont avoir une affaire où ils vont devoir gérer un héritage en fait. Donc il y a un homme qui va décéder et ils vont recevoir une demande de la famille de céder tout l'héritage à une association, je sais plus c'est quoi, comment ils appellent ça, c'est pas vraiment une association mais un... Bref, je sais plus, mais voilà, de céder tout l'héritage à, on va dire à une association, mais vous voyez, c'est un peu dans le même style. Et Pervine va trouver ça bizarre, et alors elle va mener l'enquête. En fait, cet homme avait 3 épouses, donc il laisse 3 veuves, et Pervine va aller voir si elles sont vraiment consentantes, parce qu'en fait c'est un autre homme qui les gère depuis le décès de leur époux, parce qu'on ne pouvait pas laisser des femmes comme ça toutes seules. Et à cette époque, enfin en tout cas dans cette culture-là, ce sont ici des femmes musulmanes qui respectaient la purjda, je sais plus, enfin c'est une période de deuil où les femmes doivent respecter une stricte séparation entre femmes et hommes, donc elles ne peuvent voir aucun homme. Du coup là ça arrange bien que Pervine soit une femme, du coup, parce que Pervine peut du coup aller les interroger, savoir si elles sont bien consentantes, si elles ont bien tout compris, ce qu'elles cédaient, etc. Et elle va finir par se retrouver confrontée à cet homme qui les gère, qui est très colérique et clairement qui cache des choses. Et finalement elle va se retrouver confrontée à son cadavre. Et elle va finalement mener l'enquête. Les policiers vont lui demander de l'aide, toujours pour la même raison, parce que Pervine peut discuter avec ces femmes, les policiers pas. Autant dire qu'il n'y avait pas de femmes dans la police à l'époque. Et en plus parce que Pervine représente la famille, représente une des femmes, donc voilà, ça lui permet en même temps de défendre sa cliente. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé passionnant. Alors c'est un roman qui vraiment nous plonge dans l'Inde de l'époque avec vraiment beaucoup de réussite. C'était vraiment une réelle immersion dans cette Inde de l'époque, parce que l'autrice nous insère énormément de termes indiens. Il y a un glossaire tout à la fin. Elle insère vraiment voilà, toutes les coutumes, tous les termes indiens, toutes les petites choses qui peuvent vraiment nous donner l'impression de se retrouver en Inde à ce moment-là. J'ai lu ce roman en lecture commune. Pour certaines, chez certaines ça a dérangé d'avoir tous ces termes parce qu'elles les retenaient pas, et du coup ça les embêtait d'aller voir tout le temps en glossaire. Moi dans le contexte je me souvenais plus ou moins de ce que ça voulait dire, donc ça m'a pas dérangé, au contraire ça m'a vraiment permis encore plus de faire un voyage dans une autre culture, vraiment de découvrir une autre culture. C'est une Inde très compliquée, parce qu'en fait il y a plein de communautés différentes qui vivent entre elles, ce qui complique encore plus les rapports. C'est une Inde en plus d'être divisée entre plusieurs communautés, qui est sous le joug britannique. Alors on repart sous le joug britannique, hein, ils étaient partout ceux-là. Donc ils avaient ces Anglais qui dominaient les Indiens et qui clairement se prenaient de haut, hein, qui se croyaient supérieurs. Voilà, on ressent vraiment toute cette frénésie de l'époque, toute cette tension qu'il pouvait avoir, toute cette atmosphère de l'époque. Et voilà, c'était vraiment palpitant, l'enquête est super palpitante aussi. J'ai deviné avant la fin qui était coupable, mais c'est parce qu'on nous avait donné un gros indice, sinon je sais pas si j'aurais deviné. Moi j'étais partie sur une théorie complètement... elle n'a rien à voir. Bref, c'était vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, avec une très jolie plume. C'était très approfondi, très creusé. Pervine est une femme très inspirante, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui ose s'exprimer et qui ose s'imposer et s'opposer surtout aux normes de l'époque. J'ai appris par après qu'en fait elle avait vraiment existé, enfin pas Pervine, en fait l'autrice s'est inspirée d'une femme qui a vraiment existé. C'est pas, voilà, c'est plus ou moins le même parcours, mais c'est pas la même famille, etc. hein. Elle a créé toute une histoire sur Pervine, mais voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. On en apprend plus aussi à la fin sur les Parsis qui étaient les anciens Perses, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était vraiment un roman qui m'a nourri, intellectuellement, qui m'a nourri d'une autre culture, qui m'a enrichi et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai lu également ainsi gèle Les bulles de savon de Marie Vareille.
au mois de mai également, donc c'est de nouveau un peu plus fou dans ma tête, mais voilà, c'était un roman qui m'a quand même beaucoup marqué, donc ça devrait aller pour vous en parler. C'est très difficile de vous expliquer de vous donner un résumé de ce roman. Dans ce roman, on va suivre... comment vous expliquer? On va avoir plusieurs chapitres différents. On va avoir un chapitre écrit en italique, je pense qu'il est écrit en italique, d'une femme, je vous en dirai pas plus, qui... oui, c'est ça, c'est en italique. Qui n'est pas nommée, qui fuit, qui a fui à Bali, je crois que c'était à Bali, qui a fui en Indonésie, qui a fui sa famille et qui a fui surtout son bébé. Donc voilà, on va suivre plusieurs chapitres avec cette femme, ce qu'elle pense, ce qui l'a amenée à fuir. Dans d'autres chapitres, on va suivre Claire, je crois que c'est Claire, je pense que c'est Claire. On va suivre Claire qui, elle, veut avoir un enfant, va tomber enceinte, voilà, on va la suivre dans tout ce cheminement avec son compagnon, son mari peut-être, je ne sais plus. Et on va suivre également Océane, qui a priori est un personnage de roman, parce que on va suivre dans cette histoire notamment une écrivaine qui dit écrire une histoire sur une étudiante qui s'appelle Océane et qui va tomber amoureuse de son prof. Voilà. Je vous en dis pas plus. C'est un roman qui m'a bouleversée. Je ne corne jamais les pages de mes livres. Là, j'ai corné énormément de pages. J'ai quand même pas été aussi loin que de commencer à surligner des passages, faut pas déconner. Mais j'ai corné pas mal de pages parce qu'il y a des passages que j'ai trouvé très touchants. C'est un roman qui m'a beaucoup parlé. Après, je ne suis pas passée parce que le personnage passe, les émotions par lesquelles elle passe dans ce roman. C'est dur de vous en parler sans vous spoiler, c'est... mais malgré tout, je me suis sentie très concernée et très touchée par ces mots. Donc ici, on va aborder des thèmes très difficiles et dont on ne parle pas assez, je trouve, notamment la dépression postpartum et ce qu'une femme peut ressentir ou ne pas ressentir pour son enfant, toutes les émotions qui peuvent la traverser, toute cette fatigue qu'elle peut avoir après l'accouchement, de devoir gérer un bébé seul, parce que voilà, les congés paternité ils sont pas très longs, cette espèce d'opposition qu'il y a entre le père et la mère, le père qui part refaire sa vie et la mère qui reste à la maison à s'occuper d'un bébé, toutes les responsabilités qui pèsent, toutes les attentes qu'on a sur les mamans qui pèsent sur les mamans également. Ça aborde toute la maternité. Voilà, c'est un roman vraiment que j'ai trouvé percutant, juste et qui aborde des thèmes vraiment très importants. Je trouve que vraiment c'est abordé avec beaucoup de justesse. On se demande même si l'autrice n'est pas passée par là, parce que, ou en tout cas elle s'est beaucoup renseignée, parce que je trouve qu'elle a vraiment réussi à mettre les mots sur ses sentiments, sur ce qui peut passer dans la tête de ces femmes. C'était vraiment très beau, l'histoire m'a vraiment émue. Je comprends que certains puissent le lire et ne pas du tout être touchés parce qu'elles ne se sentent pas concernées ou c'est pas un sujet qui les intéresse. Il faut savoir en avance, avant de lire ce roman, que ça aborde la maternité. Si c'est quelque chose dont vous en foutez, je ne vous conseille pas de lire ce roman. Mais voilà, je trouve ça intéressant à lire, que vous soyez mère ou pas, parce que ça permet de comprendre aussi ce par quoi des femmes peut-être de votre entourage peuvent passer. Voilà, la dépression postpartum, c'est quelque chose qui arrive bien plus souvent que ce qu'on pense. Et on n'aborde pas que la dépression postpartum, on aborde vraiment toute cette détresse que peut ressentir une maman au début. Voilà, c'était vraiment... C'était très beau, très bouleversant et c'est un roman vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Il y a juste une petite chose qui m'a un peu fait tiquer, c'est que on est très catégorique envers les hommes et on est très catégorique envers leur non-participation, leur non-implication. Ici, on a un personnage qui comprend pas trop, qui est pas trop impliqué, qui lui continue sa vie, fait plus d'heures, etc. et laisse la nouvelle maman, la jeune maman complètement seule et déboussolée. Et en fait, il y a plusieurs phrases qui généralisent le comportement des pères, qui laissent sous-entendre que c'est tout le temps le cas, alors que c'est pas vrai.
Alors c'est peut-être qu'à l'époque, quoique ça n'a jamais été une généralité, mais à l'époque c'était peut-être plus courant, à l'époque je veux dire de nos grands-parents, etc. Maintenant je trouve qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes, de papas qui sont impliqués, pas pour tout le monde malheureusement, mais voilà, je trouve que c'est une généralité très dangereuse et très fausse, et ça m'embête un peu parce que c'est des petites choses. C'est vraiment cette diabolisation de l'homme que peuvent avoir parfois les féministes qui me crispe. Donc voilà, c'est juste ça qui m'a fait un petit peu tiquer, mais pour le reste c'était parfait, c'était magnifique et je vous conseille vraiment ce roman. On arrive au bout, je n'ai plus que 2 romans à vous présenter. Alors celui-là il est assez récent, donc c'est Le Tour, le sol, toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Je lis que des briques en jouant en fait, hein. Je m'étonne de pas lire beaucoup de livres, mais quand je vois la taille des livres que j'ai lus qui font plus de 700 pages là, Les 7 sœurs et celui-là, je comprends un peu mieux. Ici, on va se retrouver en pleine guerre civile, en pleine guerre de l'indépendance des États-Unis. Donc on est au printemps 1861, donc au tout début de cette... pas de la guerre de l'indépendance, qu'est-ce que je raconte? Guerre civile, guerre de l'indépendance c'est autre chose, hein. C'est quand ils ont voulu se séparer de l'Angleterre et tout, bref. C'est pas la même chose, on est en pleine guerre civile en 1861, donc c'est au tout début de cette guerre civile qui va opposer... Alors là je généralise, je simplifie le truc, mais globalement le nord et le sud, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait des états frontières comme par exemple le Maryland qui était plus en soutien au sud. Bref, cette guerre civile qui opposait les Yankees, donc les abolitionnistes, ceux qui voulaient abolir l'esclavage, contre les confédérés, voilà. Donc tous ces états du sud, de nouveau, je globalise, mais voilà, globalement les états du sud, qui eux ne voulaient pas abolir l'esclavage. Donc on va, c'est quoi le nom encore du président? Lincoln, on suit Lincoln, qui donc veut abolir l'esclavage, etc. Bon après... on sait qu'il a un peu dévié, mais bon, soit. On va pas commencer à aborder ce sujet maintenant, on va pas rentrer dans un cours d'histoire. Donc on se retrouve à cette époque-là, au tout début, donc on a cette Amérique qui est bouillonnante, qui est... voilà, on sent que ça devient de plus en plus conflictueux, ça devient de plus en plus dangereux, les gens doivent prendre un parti, même dans des états par exemple comme New York qui est abolitionniste, il y a des personnes qui sont plus d'accord avec les états du sud, qui ne sont pas pour l'abolition de l'esclavage. Globalement ils sont entourés de gens qui eux sont pour l'abolition de l'esclavage. On a vraiment cette séparation entre les différents, entre les Américains. On a ces noirs qui sont esclaves, mais je veux dire, même les personnes qui sont contre l'esclavage continuent, pas tous, mais continuent à les voir de manière très différente par rapport, voilà, par rapport à eux. Donc parfois inférieurs, pas tous de nouveau, mais bon voilà, on a un peu cette ambiance aussi un peu bizarre. On va suivre du coup une jeune esclave qui s'appelle, je ne sais plus, Gemma, voilà, une jeune esclave qui s'appelle Gemma. On va suivre également dans plusieurs chapitres sa maîtresse, donc Anne-May, qui est une femme horrible, et on va suivre Georgie, qui elle est une New-Yorkaise, une jeune New-Yorkaise qui vient d'une famille aisée, qui elle est pour l'abolition de l'esclavage et qui elle veut s'engager en tant qu'infirmière dans le conflit, sauf qu'à l'époque eh bien, les femmes ne pouvaient pas pratiquer la médecine, c'était très mal vu. Bon là on a commencé à les... Elle commence petit à petit à pouvoir devenir infirmière parce que on a besoin d'elle tout simplement, mais clairement elle n'est pas du tout prise au sérieux, voilà. Elle essaie de se faire une petite place et de devenir infirmière dans ce monde d'hommes, dans ce monde médical très masculin. C'est une grosse brique, mais c'est une grosse brique que vous ne voyez pas passer. C'était un roman dingue, c'était vraiment, ça va être un de mes coups de cœur de cette année. C'était magnifique, c'était touchant, il y a des scènes très difficiles à lire parce que voilà, on suit cette esclave et toutes les choses horribles qui vont lui arriver à elle et à sa famille. On a, je trouve très intéressant ici qu'on suive plusieurs personnages différents justement parce que ça offre vraiment alors des points de vue différents, ce qui n'excuse pas certains comportements, mais ça offre voilà, ça offre plus de possibilités, ça ouvre
ouvre plus de possibilités au roman, ça ouvre plus de... Enfin, ça permet de d'élargir l'intrigue, d'aborder d'autres problèmes, notamment le féminisme, voilà, l'esclavage, etc. C'est vraiment super bien écrit et alors très recherché et très documenté. Et alors en effet, en lisant, je crois que c'était dans les remerciements, je sais plus, mais l'autrice, quand je vois tout ce qu'elle a fait comme recherche pour écrire son roman, elle a été jusqu'à vivre dans une ancienne plantation. Voilà, on comprend, enfin ça se ressent qu'elle a vraiment fait beaucoup de recherches parce qu'on avait vraiment l'impression de se retrouver dans les plantations de l'époque et de suivre ces personnages. J'ai trouvé ça très intéressant vraiment de suivre tous ces personnages différents, aussi abjects soient-ils pour par exemple Anne-May. Hein, alors c'est pas manichéen dans le sens où Anne-May en la suivant on l'apprécie pas spécialement plus, mais... Enfin, je l'apprécie, non, clairement, on l'apprécie clairement pas plus, mais on voit qu'elle n'est pas non plus qu'obscurité, on va dire. Mais voilà, elle va faire quelques trucs bien, mais... Et encore, hein, mais voilà, c'était vraiment très bien documenté, très bien écrit, très bien fourni. C'était une richesse, enfin c'était vraiment... c'est vraiment très riche en histoire aussi, parce que du coup on en apprend beaucoup plus sur l'Amérique de l'époque. C'était vraiment un roman magnifique qui m'a fait passer par toutes les émotions. J'ai stressé pour les personnages, je me suis vraiment sentie impliquée de A à Z. Dès le début, j'ai été emportée par l'histoire et je vous conseille vraiment de découvrir cette histoire. Et enfin, je vais finir avec Les choses humaines de Karine Thuil. Alors celui-là, je pensais que je vous en avais déjà parlé, mais apparemment pas. J'espère que je vous en avais pas parlé déjà dans un point lecture, sinon ce sera redondant, et c'est pas... voilà, tant pis. Alors, dans Les choses humaines de Karine Thuil, on va suivre une famille qui a tout... voilà, qui semble tout à fait correcte, qui est très appréciée. Dedans, on a un papa qui est journaliste, animateur télé, très apprécié, une des personnalités préférées des Français. On a sa femme qui est essayiste, une essayiste très réputée, très prise au sérieux, féministe. Voilà, on a vraiment cette famille modèle avec leur fils parfait qui va aller étudier dans une grande université aux États-Unis, qui semble avoir un avenir tout tracé, un bel avenir. C'est une famille qui ne manque pas d'argent. Voilà, ils ont tout pour eux. Jusqu'au jour où il va y avoir une accusation de viol. Et cette accusation de viol va tout bouleverser. Ce roman était... c'est le genre de roman qui vous fait réfléchir et qui vous implique vraiment émotionnellement. Moi je me suis emballée pendant toute l'histoire. Mais ce que j'aime bien avec ce roman, en fait du coup forcément c'est un roman qui va remettre en question, pas remettre en question, mais qui va aborder le sujet du viol. Donc déjà, trigger warning, si c'est quelque chose qui ne peut pas, enfin que vous n'avez pas envie de lire, clairement on aborde le viol, donc on aborde aussi les scènes de viol, etc. Mais c'est un roman qui nous remet en question, parce que quand on pense voilà, à un procès pour viol, quand on connaît pas la personne, on est assez catégorique. On va facilement se dire c'est ça, voilà, il est coupable, c'est une personne abjecte, il est dégueulasse, voilà. On va directement assez facilement juger et être très catégorique. Mais qu'est-ce qui se passerait si le violeur en question, c'est un de nos proches, c'est quelqu'un de notre famille, c'est notre meilleur ami, voilà. Et du coup, on va suivre ici le violeur, et on va suivre plusieurs personnages. Hein. Il me semble qu'on était dans la tête de plusieurs personnages, mais alors j'ai lu en mai donc je suis plus sûre. Il me semble que oui. Mais du coup, on humanise, sans pardonner, hein, on humanise le violeur. Et ça permet d'avoir un autre regard là-dessus. Alors en fait, on va suivre tout un procès où on avait vraiment l'impression de s'y retrouver, quoi. J'avais l'impression qu'on avait un vrai compte rendu d'un procès tellement c'était bien fait. Et pendant ce procès, on ne peut pas s'empêcher de...
Alors on prend d'office parti parce que voilà, on sait clairement que cette personne a violé. Mais en fait on rentre dans la tête de ce personnage et dans sa tête lui, il n'était pas spécialement conscient, enfin il se ment à lui-même en fait. Et c'est assez perturbant, c'est assez, voilà, il reste persuadé qu'il n'a pas violé cette fille et voilà, enfin, je trouve vraiment que c'est au niveau psychologique, c'est un roman très intéressant. Ça n'excuse en rien ce qui se passe, ça ne diabolise en rien le comportement de la fille, parce que ça du coup forcément aussi on va retrouver dans le procès, forcément la fille elle va être accusée de comportement, d'incitation, etc. C'est automatique dans les trucs de viol, de mensonge aussi, enfin voilà, c'est quelque chose auquel malheureusement on n'échappe pas. Mais bon, on sait très bien qu'à notre époque, enfin depuis toujours, les femmes, si elles portent plainte pour viol, en général, c'est que... Enfin, c'est pas quelque chose de facile, hein, parce que déjà elles sont rarement prises au sérieux et... Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le débat, mais en général, si elles portent plainte pour viol, c'est que... il y a eu viol. Mais voilà, malheureusement, elles sont pas encore assez prises au sérieux. On tombe en plein une époque du MeToo, donc pour le violeur, ça tombe encore plus mal, hein, entre guillemets. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de rentrer dans la tête du violeur, parce que on se rend compte qu'il est complètement déconnecté de la réalité, en fait. Et du coup, on aborde vraiment... des sujets très intéressants comme j'ai pas envie de... Comme il a fait une mauvaise chose, très mauvaise hein, clairement, qui a complètement bouleversé et ruiné la vie de cette jeune femme, on est d'accord, mais il se sent mal, sa vie est finie, elle est vraiment finie, hein, on va voir que tous ses beaux projets vont tomber à l'eau, clairement. Il va passer un petit peu de temps en prison, etc. Et du coup, c'est un roman qui questionne est-ce qu'il a besoin d'être puni encore plus alors qu'il a déjà été fortement puni, que maintenant il a une réputation, il a le mot violeur écrit sur son front. Voilà, je vais pas dire moi ce que j'en pense, mais... parce que déjà moi j'ai du mal à avoir un avis net là-dessus. C'est vraiment un roman qui permet de montrer que tout n'est pas blanc ni noir et qui permet de réfléchir un peu plus, voilà, d'utiliser un peu son cerveau. Et voilà, encore une fois, il ne défend pas les violeurs, clairement, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai trouvé ça vraiment très intelligent, très bien fait, très bien écrit, et alors suivre vraiment toute cette famille, tous ces personnages qui semblent parfaits et qui au final cachent beaucoup de secrets et tout, c'était passionnant. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé très intelligent et que je vous conseille vraiment parce que voilà, on se sent impliqué, on se sent pris par l'histoire, on se demande ce qui va se passer, quelle va être l'issue du procès, et moi personnellement j'ai eu du mal à le lâcher. Voilà, c'est fini pour ce point lecture, qui va sûrement être long, hein, mais voilà, je vais essayer d'en faire plus régulièrement parce que sinon je me retrouve avec trop de livres à devoir présenter, et puis surtout ça devient de plus en plus flou dans ma tête. Je vous retrouve bientôt pour un prochain point lecture, pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu un de ces romans, ce que vous en avez pensé, si certains vous donnent envie, sont dans vos piles à lire ou dans vos wishlists ou atterrissent suite à ma vidéo dans vos wishlists. Et voilà, partagez, laissez un petit like, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!